Les parcs nationaux ont la cote ces dernières années. La CEPAC, l'organisme qui gère les parcs nationaux du Québec, a enregistré la plus forte fréquentation de son histoire durant la saison 2018-2019. Les parcs nationaux constituent les principales aires protégées du Québec. Contrairement à la croyance populaire, les réserves fauniques ne constituent pas des aires protégées à proprement parler. Par exemple, l'exploitation des ressources naturelles peut y être permise. Elles ne peuvent donc pas compter dans le 17 % de territoire que le Québec s'était engagé à protéger d'ici 2020 à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique. Force est de constater d'ailleurs que cet objectif est loin d'être rempli, puisqu'en 2020, le Québec comptait 10 % d'aires protégées. C'est pourquoi on se demande aujourd'hui, y a-t-il suffisamment d'aires protégées? D'abord, un peu d'histoire. Le premier espace protégé à détenir officiellement le nom de parc national est Yellowstone, dans l'Ouest américain, en 1872. C'est le début du mouvement préservationniste. Selon la vision occidentale, bien sûr, parce que les Autochtones vivaient sur ces territoires depuis très longtemps, parce que leur mode de vie ne reposait pas sur l'exploitation maximale des ressources et l'étalement urbain. Parce qu'à cette époque, en Amérique du Nord, on est en pleine révolution industrielle. C'est la ruée vers l'ouest et on défriche tout ce qui pousse jusqu'à l'océan Pacifique. On comprend donc rapidement qu'il va falloir désigner tout de suite des espaces sur lesquels on proscrit toute exploitation. Puis au Québec, c'est le Mont-Tremblant, anciennement appelé la Montagne Tremblante, qui ouvre le bal en 1895. Mais attention, le Mont-Tremblant n'était pas une aire protégée à proprement parler. L'exploitation du bois y était quand même permise jusqu'à ce que le Québec se donne une véritable loi sur les parcs en 1977. C'est là qu'arrive le grand déclobage. Avant la loi sur les parcs, quelques 2000 privilégiés avaient réussi à mettre la main sur des permis de chasse et pêche donnés par l'État. Ça a donné lieu à des clubs de chasse privés détenus par des étrangers provenant le plus souvent des États-Unis qui accaparaient la majorité des terres publiques sauvages. Le gouvernement de René Lévesque va forcer le démantèlement de ces clubs privés, ce qui va ouvrir la voie aux parcs nationaux. Il faut mentionner aussi que les parcs nationaux ont une double mission. Dans la loi sur les parcs, on peut également y lire ceci. Il est nécessaire d'assurer leur protection permanente tout en les rendant accessibles au public pour des fins d'éducation et de récréation extensive. Cela amène un tout autre défi, puisqu'on doit ainsi maintenir constamment une balance entre protection et accessibilité. Alors pourquoi l'État doit-il s'engager à faire profiter les aires protégées à toute la population? Les impacts sur la santé physique des gens qui vont sur place, ça va de l'augmentation de l'activité physique, réduction de la dyslipidémie, qui est le problème de cholestérol dans le sang, hypertension, mortalité toutes causes confondues. Il y avait même une étude qui montrait qu'il pourrait avoir des impacts supérieurs sur la santé de faire de l'exercice en plein air, à l'extérieur, plutôt que dans un environnement intérieur. Et il y a aussi beaucoup d'études sur les impacts de la santé mentale, donc amélioration du bien-être perçu général, diminution du stress, mais tout ça, c'est encore amplifié si les gens ont accès aux aires protégées parce que c'est des bénéfices qui se produisent si les gens vont sur place. Une aire protégée, c'est pas juste une bulle intacte hors de l'humanité. C'est une façon juste de préserver cette nature-là puis de la mettre à l'œuvre pour qu'elle bénéficie davantage à la population. Profiter de la nature comme ça, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Évidemment, ça prend une voiture pour se déplacer dans les parcs nationaux du Québec. Mais les aires protégées, en effet, c'est quelque chose qui n'est pas assez accessible pour toutes les franges de la population. Si on a un faible revenu, c'est difficile d'aussi avoir accès à la location d'une automobile. Mais on a vu qu'il y avait certains projets pilotes, par exemple de navettes, qui permettaient aux gens de se rendre directement sur place pour bénéficier des activités. Parce qu'il y en a du monde qui vont dans les parcs nationaux, surtout à proximité de Montréal. En voyant ces chiffres élevés, une autre question se pose. Y a-t-il un manque d'aires protégées à proximité des grands centres urbains? Il faut absolument favoriser la création de parcs nationaux à proximité des grands centres. Le parc du Mont-Saint-Bruno, où on se trouve, c'est un des parcs les plus achalandés au Québec. Il revêt une importance stratégique fondamentale pour l'accès à la nature pour toute la région de Montréal. Il y a encore des possibilités. On a un territoire public dans le fleuve Saint-Laurent, à proximité de Montréal-Est, qui est l'île Sainte-Thérèse. C'est un territoire de 5,4 km². On pourrait transformer éventuellement en parc national. On peut aussi travailler à offrir du transport collectif vers les parcs nationaux plus éloignés des grands centres. Si l'offre est là, nécessairement, la demande va suivre. À titre d'exemple, le Parc national des Monts-Valin, au Saguenay, ne comptabilisait que 30 000 entrées en 2016. Pourtant, ce parc méconnu est d'une richesse écologique exceptionnelle. Et il n'est situé qu'à 2h30 de Québec et à 4h30 de Montréal. En ce moment, il n'y a pas assez d'offres. Donc, l'exemple de la Côte-Nord est vraiment intéressant. Les gens, pour se rendre là, ils ont à investir dans le temps
et aussi un certain nombre de ressources. Mais si j'ai accès dans mon déplacement sur la Côte-Nord au Parc national du Lac-Walker, à la descente de la rivière Macpay, à un traversier qui va m'amener sur Anticosti où je vais pouvoir aller visiter le Parc national d'Anticosti. Donc, tous ces éléments-là, donc de construire une offre écotouristique régionale qui est de calibre international et qui va permettre aux gens de bénéficier de ça, c'est aussi une des stratégies. Puis, s'assurer que dans la création des parcs, on ait un zonage qui soit compatible, donc des endroits de conservation stricts, des endroits de conservation avec possibilité d'expérience, donc des sentiers, dans certains cas de la pêche. Il faut s'assurer que les infrastructures qu'on met en place et les activités qu'on autorise dans les parcs soient compatibles avec l'objectif premier, qui est la conservation de la biodiversité. Les aires protégées jouent évidemment un rôle dans la préservation des écosystèmes en protégeant par exemple des espèces sensibles ou en servant de relais pour les oiseaux migrateurs. C'est pourquoi il est important de bien répartir géographiquement ces espaces sur l'ensemble du territoire. S'ils sont localisés à proximité des terres agricoles, ils freinent la dégradation des sols. Et à proximité des grands centres, ils freinent l'urbanisation. On se retrouve parfois avec un petit parc national qui préserve une espèce en péril qui est très localisée, puis la grandeur de ce parc-là est juste suffisante pour pouvoir protéger cette plante-là qu'on retrouve à cet endroit-là. Mais il y a certaines espèces qui font des grands déplacements. Et au Québec, on a l'exemple du caribou. C'est vraiment un bel exemple, le caribou, d'une espèce qui bénéficierait de la mise en place de larges aires protégées et aussi d'un réseau d'aires protégées, justement pour tenir compte des déplacements, mais aussi des endroits stratégiques pour compléter le cycle de vie de cette espèce-là. En somme, on peut être loin des objectifs de protection du territoire qu'on s'était donnés, mais il n'est jamais trop tard pour remonter la pente. La première chose, c'est que ça nous prend plus de parcs nationaux, plus d'aires protégées. Au niveau marin, scientifiquement, on pense que ça prend minimalement 30 % pour avoir une bonne représentativité des écosystèmes puis construire une résilience importante des différents stocks de poissons, des différentes ressources halieutiques qu'on trouve dans l'océan. Au niveau terrestre, la science se dirige davantage vers 50 %. On pense qu'en protégeant 50 % du territoire, on augmente de beaucoup la probabilité de préserver notre biodiversité, avoir les bénéfices au niveau de la lutte au changement climatique, avoir les bénéfices au niveau de la santé humaine. On est prêt à se battre pour préserver notre liberté. On est prêt à se battre dans des luttes pour l'égalité. Je pense qu'il faut maintenant se battre pour la protection de la nature, puis élever la protection de l'environnement au rang de valeur fondamentale.